Notre protagoniste, Gisèle Perdiam, est un prince. Héritier d'une famille pauvre et méprisé par son entourage, il était autrefois considéré comme un incapable, un fardeau, une honte pour la famille Perdiam. Lassé des critiques, il a fui le château et a disparu des années durant, jusqu'à devenir un mercenaire légendaire, l'un des 7 plus puissants du continent. Mais le jour où il revient enfin, pour racheter ses fautes, il découvre que tout est déjà perdu. Sa famille a été massacrée par le chevalier Hayden, et dans un dernier souffle de haine, Hayden lui tranche la tête. Gisèle rouvre les yeux. Il est vivant, plus jeune. « Je suis certain qu'il m'a tranché la tête !» dit-il encore sous le choc. Très vite, il comprend que le domaine des Perdiam, autrement dit sa famille, est toujours debout, vivante. Le château est là, intact. Et pourtant, il a vu sa destruction de ses propres yeux. Et ce n'est pas tout. Il se retrouve pile à une période bien précise de sa jeunesse, celle où il avait accompagné les soldats du château pour une mission de chasse aux orques. À l'époque, on parlait de 3 orques qui terrorisaient les alentours. Gisèle, jeune et inexpérimenté, avait vu ça comme une chance de briller, de montrer ce qu'il valait, même sans expérience de commandement. Mais sur place, c'était une embuscade. Il n'y avait pas 3 orques, il y en avait plus d'une vingtaine, et l'expédition a tourné au massacre. Alors aujourd'hui, en revoyant ces visages, ces lieux, et en sachant que ces soldats vont tous mourir, une seule conclusion s'impose, il est revenu dans le passé. Et même s'il est soulagé de le comprendre, il n'a pas le temps de souffler. Il sait ce qui va arriver. Les orques vont attaquer, très bientôt. Il tente d'alerter les troupes, de les préparer, mais à peine ouvre-t-il la bouche qu'une attaque défonce le campement. Et au même moment, un orque surgit derrière Skovan, le commandant de la troupe, prêt à lui porter un coup fatal. Mais notre protagoniste, bon, des fois je dis protagoniste, des fois je dis Gisèle, c'est pour éviter de répéter Gisèle. Gisèle, c'est pas très agréable. Du coup, Gisèle, à l'aide d'une seule main, parvient à éviter le coup fatal au commandant et tranche l'orque en deux avec une facilité remarquable. Les soldats n'en croient pas leurs yeux. Le prince déshonoré qu'il connaissait n'est plus le même. Très vite, une dispute éclate entre Gisèle et le commandant parce qu'il veut prendre le commandement. Skovan refuse, évidemment, et on peut le comprendre. Pour lui, Gisèle reste ce fils capricieux, arrogant et incompétent. Il est hors de question de lui céder le commandement de l'unité, même s'il est le fils du seigneur. Gisèle insiste. Skovan le rejette encore. Alors, il agit. Sans prévenir, Gisèle se jette dans la mêlée et abat un orque d'un seul coup, ciblant un point vital comme si c'était naturel. Le choc est total. Même Skovan, vétéran et utilisateur du mana, n'en revient pas. Le prince, autrefois moqué, bouge maintenant comme un épéiste de haut niveau, et tout ça sans utiliser le mana. Mais ce n'est que le début. Gisèle comprend vite qu'il est seul à avoir l'avantage du savoir. Alors il attire les orques, les provoque et les dirige droit vers une falaise. Skovan finit par comprendre son plan. Il ordonne aux troupes de former un mur de boucliers. Le piège est tendu. Formez tous un mur de boucliers! À son signal, les soldats chargent et poussent les orques qui tombent dans le vide. Mais cette victoire a un prix. Gisèle, épuisé, glisse et manque de tomber avec eux. Il s'accroche de justesse, trop faible pour se hisser seul. Skovan tente de l'attraper, mais Gisèle refuse. Je n'ai plus aucune force. Il s'évanouit. Quand il se réveille, il est dans sa chambre, blessé mais en vie. Et à ses côtés, Belinda, sa fidèle servante. Il la serre dans ses bras, incapable de contenir son émotion. Puis vient Helena, sa petite sœur, vivante. Et là, la culpabilité le frappe. Car dans sa première vie, il ne l'avait pas protégée. Il l'avait ignorée, blessée, humiliée, etc. Et une semaine plus tard, elle était morte, retrouvée sans vie, mutilée, avec ses gardes du corps. Et Gisèle, rongée par le chagrin, n'a jamais pu effacer cette blessure. Mais cette fois, il compte bien changer le destin. Il apprend que le festival annuel approche, dans exactement une semaine. C'est là que tout s'est joué. Cette fois, il doit tout anticiper. Il se relève malgré ses blessures. Il se remet à l'entraînement. Il rouvre une vieille salle d'armes abandonnée et grâce à ses souvenirs, il recommence à manipuler le mana, une énergie mystique qui dans sa vie passée avait fait de lui l'un des 7 plus grands du continent. Il ne se contente pas d'un seul noyau de mana, il en forme 3. Et même si son corps saigne sous l'effort, il sourit, il est prêt. Pour vous expliquer, le mana est une ressource surnaturelle qui aide les humains à dépasser leurs limites, et la technique que notre protagoniste utilise permet de rassembler les particules de mana présents dans l'air afin de les condenser pour former des noyaux de mana, et en entremêlant plusieurs noyaux ensemble, il est possible de libérer un pouvoir explosif en un instant. Mais en contrepartie, elle consomme une grande quantité de mana. Vu le corps jeune de Gisèle, il est limité à 3. Et il subit des dégâts internes alors qu'avant, il peut aller jusqu'à 5. Regrettable quand même.
Le jour du festival arrive. Gisèle accompagne Elena comme elle l'avait toujours souhaité. Il la surveille de près, il observe chaque recoin, chaque visage suspect. Il sait que quelque chose doit arriver, mais rien ne se produit. Du moins, jusqu'à ce que deux gardes, Jamal et Philippe, leur proposent d'aller voir un événement spécial à l'écart du festival. Elena, curieuse, accepte, mais Gisèle, lui, les fixe, et dans son regard, plus aucun doute, il les reconnaît. C'étaient eux, les traîtres, ceux qui ont conduit Elena à sa perte, et cette fois, il ne les laissera pas faire. Arrivé sur place, rien. Une place vide, silencieuse. Mais Gisèle comprend tout de suite, ce n'est pas une scène, c'est un piège. Toutes les issues sont bloquées. Et très vite, les masques tombent. Jamal et Philippe se retombent contre eux. Puis arrive Franck, un homme encapuchonné, membre d'un réseau bien plus vaste, un assassin au service de puissances inconnues. Le marché est clair. Il devait livrer Elena, mais Gisèle est là, et cette fois il n'est plus un figurant. En un éclair il tranche Jamal, puis Philippe. Les assassins paniquent. Ce n'est pas le prince déshonoré dont ils avaient entendu parler. Ce Gisèle-là manie l'épée comme un vétéran, et il utilise le mana. Les autres tueurs foncent sur lui, il les élimine un par un, et quand Franck, le chef de l'unité, entre dans l'arène, le vrai combat commence. Franck est rapide, expérimenté. Et sa maîtrise du mana est bien supérieure. Mais Gisèle a un atout que l'autre ignore. Il vient du futur. À peine le combat engagé, Gisèle ouvre son 3e noyau de mana, libérant une puissance colossale. Franck tente de riposter, mais ses parades se fissurent. Son souffle devient court, ses pensées se troublent. C'est trop tard. D'un coup précis, Gisèle le transperce. Mais il ne le tue pas encore. Il veut des réponses. Franck, dos au mur, finit par cracher le morceau. L'homme qui a commandité l'opération, c'est le comte Desmond, un pion du duc Telfin. Le même qui, dans le futur, détruira tout. Leur objectif, créer un conflit entre Perdiam et un domaine voisin nommé Digald. Et pour ça, ils avaient prévu de faire tuer Elena, puis de faire porter le chapeau à l'héritier de Digald, Chenet, qu'ils ont d'ailleurs éliminé, pour donner l'impression qu'ils se sont confrontés à mort. Tout un plan que Gisèle viendrait réduire en cendres. Mais ce genre d'affront ne reste jamais sans réponse. Tandis que Gisèle s'effondre, vidée après avoir libéré ses noyaux de mana, une réunion secrète s'ouvre ailleurs. Des conseillers masqués, une voix mystérieuse et un espion à genoux qui tente de justifier son échec. « C'est Gisèle Perdiam !» dit-il. Mais le conseil rit. Pour eux, Gisèle n'était qu'un raté, un incapable. Et pourtant, le rapport est formel, ce garçon a changé. Il manie des techniques inconnues, il a survécu à une escouade entière. Le verdict est simple. Il doit mourir. Et cette fois, ils enverront quelqu'un de spécial, un tueur caché sous le masque d'un parent. Cain Rogues, un monstre à l'épée et surtout le cousin de Gisèle. De retour au domaine, Gisèle reprend l'entraînement. Il perfectionne une technique ancienne, la manipulation du mana sous forme de fil, une capacité qu'il maîtrisait autrefois, mais qui lui demande désormais de brûler un noyau à chaque utilisation. Il sait que le danger approche, il sait qu'il n'a pas assez de force, ni d'argent, ni d'alliés. Pire, le festival annulé plonge les marchands du domaine dans la misère, et comme si ça ne suffisait pas, il apprend qu'il ne lui reste pas un sou. Son père lui avait coupé les vivres. Belinda le lui rappelle. Vous avez tout dépensé. Pas d'armée, pas de fonds, un peuple affamé et une attaque imminente. Alors qu'il commence à réfléchir à un plan pour redresser Perdiam, un cri surgit dans la cour. « Le seigneur Cain vous cherche !» Gisèle se fige. Il le reconnaît. Cain Rogue, héritier d'un comté allié. Dans sa vie passée, il était à la fois son seul ami et son pire ennemi. La tension monte à Perdiam. Cain Rogues est arrivé, le fameux cousin, un homme que Gisèle connaît mieux que personne. Cain se présente comme chez lui, écrase les soldats, provoque tout le monde et humilie Skovan d'entrée de jeu. Gisèle arrive. Il demande des explications. Ricardo, un peu gêné, lui avoue tout. Cain s'est vexé en entendant les récits sur les exploits de Gisèle. Et quand Skovan a confirmé les faits, il s'est fait tabasser. Mais Cain, lui, reste dans son théâtre. Tu ne pouvais pas chasser des orques à main nue. Tu n'as jamais eu la moindre once de talent. Gisèle serre les dents. Et là, flashback. Cain. Ce foutu Cain. Il se croyait toujours supérieur. Beau, charismatique, bien vu par tous. Il n'a jamais cessé de rabaisser Gisèle, de l'humilier, de profiter de lui. Et cette fois, ce n'est pas différent. Cain exige qu'on lui apporte de l'alcool, des femmes, de quoi s'amuser, comme à l'époque. Un gros salaud ce Cain. Pour le contexte en fait, à chaque fois que Cain vient à Perdiam, il intimide le jeune Gisèle à l'époque pour qu'il lui apporte de l'alcool, des femmes, ce genre de choses. Et Gisèle, lui, incapable de se défendre à l'époque, obéissait. Le truc c'est qu'il paie toute sa poche et son père n'était pas au courant et jugeait les dépenses de Gisèle trop excessifs. Lui coupe à les vivre alors que c'était de la faute de son foutu cousin quoi.
Bref. Giselle ne flanche pas, il sourit même, et il lui balance la facture. Tu me dois 1000 pièces d'or. Kane rit évidemment et joue la carte de l'ami de toujours, mais Giselle ne cède pas. L'amitié ? T'as fait que m'exploiter, rembourse ou je te démonte. Le ton monte, les villageois assistent à la scène. Kane, humilié, simule une attaque, pousse Giselle à répondre, et c'est lui qui se prend une droite. Silence. Kane simule la douleur, le garde masqué intervient, et le piège se referme. Kane provoque Giselle en duel devant tout le monde, l'accusant d'avoir porté atteinte à l'honneur de la noblesse. Mais Giselle ne tremble pas. C'est lui qui claque la gifle, et c'est lui qui lance officiellement le duel à voix haute, droit dans les yeux de Kane. Et tandis que le public retient son souffle, Giselle, lui, a déjà un plan. Un duel, devant tout le domaine. Et Giselle, il retourne la situation à son avantage. Il ordonne de faire venir tous les marchands du festival annulé, les pousse à installer stand des jeux, transforme le duel en véritable spectacle. Le public afflue, les paris s'envolent, et pendant que tout le monde mise sur Kane, Giselle garde son calme, il attend. Et là, un soldat blessé parie sur lui. Puis Helena, devant tout le monde, s'avance et annonce « Moi aussi, je parie sur mon frère ». Le silence est brisé, le combat peut commencer. Kane fonce, sûr de lui. Il frappe fort, vite et impose sa pression. Giselle esquive, encaisse, observe. Kane a un style bien à lui. Frapper fort pour démoraliser l'ennemi, le pousser à l'épuisement, puis porter le coup fatal. C'est comme ça qu'il gagne, toujours. Mais Giselle n'est plus le même. Après plusieurs esquives, il change de rythme, il libère son mana, et d'un coup il renverse la situation. Un enchaînement rapide, une parade parfaite, un contre éclatant. Kane est touché. Le public est choqué. Même Kane n'y croit pas. Giselle, lui, reste froid. Il se moque de sa technique de brute. Il ouvre les yeux à son adversaire, littéralement, en le frappant en répétition. Pas pour le tuer, pour l'humilier. Puis, dans un moment qui fera date, il jette son épée et déclare « À partir de maintenant, je vais y aller à main nue ». Un combat qui s'apprête à tout faire exploser. Le duel a commencé, et cette fois, Giselle ne brandit plus d'épée. Il affronte Kane. À main nue. Un pari ? Oui. Mais aussi une provocation. Giselle jette sa lame au sol, le regarde dans les yeux et parie 2000 pièces d'or sur sa propre victoire. Tout le monde pense qu'il est fou. Kane explose, fonce, brandit son épée comme un boucher. Giselle l'évite sans effort, il glisse, se décale, frappe dans les côtes, puis place un uppercut monstrueux qui fait jaillir le sang. Le public est sous le choc. Kane, le prétendu invincible, est à genoux. Mais Giselle, lui, reste droit, calme. Je ne fais que commencer. Kane hurle, revient à la charge, il pense encore pouvoir l'écraser, il veut tuer par orgueil, par vengeance, pour défendre l'honneur de la famille Rogue, mais c'est trop tard. Giselle frappe encore, des coups nets, précis, brutaux. Il lit Kane comme un livre ouvert, chaque attaque est esquivée, contrée, punie. Puis vient l'enchaînement final, une rafale de coups suivie d'un impact au visage. Kane s'effondre, méconnaissable. Et c'est là que Giselle parle, calmement, froidement. Il lui rappelle pourquoi leur famille a été liée. Il lui rappelle que le comte Rogue, le père de Kane, n'a jamais cessé d'aider Père Diam, parce qu'il était ami avec le père de Giselle. Mais Kane, lui, n'a rien retenu. Aveuglé par sa haine, par sa jalousie, il n'a fait que salir cette relation. Alors Giselle conclut « Je pense que tu as compris la leçon ». Kane baisse la tête. Il reconnaît sa défaite. Le public explose. « Giselle a gagné !» Mais son ennemi n'était pas Kane, pas vraiment. C'était le complice masqué, celui qui avait tout organisé dans l'ombre. Giselle le coince devant tout le monde, et en un clin d'œil, il renverse la scène une dernière fois. Il annonce que le perdant du duel offrira une tournée générale, alcool et viande pour tout le monde. Et quand la foule hurle de joie, il rappelle à voix basse au complice « En plus, tu me dois 3000 pièces d'or ». Une menace, un sourire, une pression terrible, l'homme cède. Le lendemain, Giselle ouvre un coffre rempli d'or, le fruit de son duel, de sa stratégie, de son sang-froid. Avec ça, il pourra enfin financer la suite, recruter, construire, agir. Mais au moment où il commence à réfléchir sérieusement, Helena et Belinda débarquent, et elles le piquent. Tout ça, c'est pour acheter un cadeau à ta fiancée, pas vrai ? Giselle tombe des nues. Une fiancée ? Giselle reste figée devant le coffre rempli d'or. Ce n'est pas la richesse qui le surprend, mais une phrase lancée par sa servante. « Ta fiancée, c'est Amélia, la fille du comte Léopold. » Fiancée ? Lui ? Ce mot claque dans sa tête. Pendant une seconde, tout devient flou. Mais très vite, ses pensées s'assombrissent. Amélia, cette traîtresse, la sorcière du Nord, celle qui dans sa vie précédente avait causé la chute de Père Diam en s'alliant au dieu Delphine. Pas question qu'il la laisse recommencer.
Il se lève et annonce « Je vais rendre visite au Léopold ». Belinda, sa servante, s'étonne. Ce n'est pas l'anniversaire d'Amelia. Mais Gisèle a une toute autre idée en tête, la dépouiller de son or, de ses soutiens et de ses projets secrets. Amelia, pieds nus, traverse son domaine. Elle offre ses propres chaussures à une orpheline, exige qu'on nourrisse les enfants, loge les pauvres, soulage les miséreux. Tous la remercient. Tous l'adorent, mais derrière cette bonté apparente se cache une stratège redoutable. Avec l'aide de son bras droit, Bernaf, elle détourne l'or de son père, manipule les flux marchands et recrute discrètement les soldats les plus aguerris. Une armée cachée, une façade de groupe marchand, mais un empire en construction. Bernaf se prosterne, la considère comme sa maîtresse absolue. Elle le gifle pour sa faiblesse au duel, lui rappelle qu'il n'a pas le droit d'être faible. Puis il parle stratégie finance, réseau de ravitaillement, jusqu'à ce qu'un majordome vienne briser leur moment. Gisèle est là. Dans le salon d'Amelia, Gisèle l'attend, vêtue d'un manteau carmin. À son arrivée, il lui offre une fleur, soi-disant achetée à un marchand local. Mais c'est un piège, car ce marchand appartient au groupe qu'Amelia contrôle secrètement, et Gisèle, assis calmement, révèle son véritable but. Il veut 10 000 pièces d'or, 10 000, en liquide. Amelia l'accuse d'impertinence, mais il la coupe, la regarde froidement et ajoute « Je sais que tu n'as pas l'intention de m'épouser ». Il sait tout. Sa tentative de prendre le contrôle de Léopold, ses forces secrètes, ses ambitions. Amelia, irritée, appelle Bernaf. L'assassin entre. Gisèle reconnaît immédiatement le danger. Dans sa vie précédente, Bernaf était déjà l'un des hommes les plus dangereux du Nord. Amelia ne tourne pas autour du pot. Elle lève la main et ordonne « Tue-le ». Bernaf dégaine, Gisèle reste calme. Mais dans sa tête, il le sait. Cette fois, je vais devoir y aller sérieusement.